Nouvelle flambée des prix en Centrafrique sur fond d'effondrement de la production agricole. À l'origine, les troubles persistants qui secouent le pays. La dernière vague de violence dans la capitale Bangui en octobre s'est traduite par une paralysie du quartier PK5, poumon commercial de la ville et épicentre des affrontements intercommunautaires depuis le déclenchement de la crise centrafricaine en 2013. Le centre commercial a depuis repris ses activités, mais la peur continue de hanter les esprits. Les taxis refusent de desservir le secteur, redoutant de nouvelles violences dans le quartier dont presque tous les commerçants sont musulmans et qui a été assiégé pendant des mois par des miliciens anti-Balaka à majorité chrétien, hostiles à la majorité musulmane et des bandes de pillards. Une situation qui alimente l'inflation des produits de base. Comme il y a un problème de sécurité, les gens sont tellement méfiants, et ce qui fait que les produits, les premiers essais que nous avons toujours l'habitude de trouver sur le marché centrafricain deviennent de plus en plus rares. Maintenant, là, le marché coûte très cher à Bangui. Le kilo de viande, on paie avant là 2000 à 1500, là, maintenant c'est 6000. Rien ne rentre, rien ne sort. On est dans l'embargo. Vivement donc la fin du conflit pour un retour à la normale des activités commerciales à Bangui. Le président de Shell met la pression au gouvernement sud-africain. Il dénonce des lenteurs dans l'attribution des licences d'exploitation du gaz de schiste, très attendu par le géant anglo-néerlandais, pour sonder le sous-sol du désert de Karoo au centre-ouest du pays. Nous avons démarré le processus en 2008. Nous sommes maintenant 6 ans plus tard et nous n'avons toujours pas un accord sur le droit d'explorer dans nos mains. Il y a des entreprises en Afrique du Sud qui voulaient investir ici, mais qui investissent maintenant en Namibie et au Mozambique parce qu'elles disent probablement qu'elles ont intérêt à chercher des zones où c'est plus facile, plus simple et moins complexe de faire des affaires. Pour le directeur de Shell, l'exploitation du gaz de schiste est un créneau porteur. Aussi met-il en garde les autorités sud-africaines sur le risque qu'elles puissent tout simplement rater une bonne opportunité d'investissement. Quand on aura 5% de ce gaz en schiste de production, c'est-à-dire seulement 20 milliards de pieds cubes, de ce qui est potentiellement 380 milliards de pieds cubes disponibles, on créera 300 000 emplois durables sur toute la chaîne de valeur. On ajoutera 80 milliards de rentes sud-africains à l'économie. Le PIB croîtra de 3,3% de plus. L'exploitation du gaz de schiste ne présente cependant pas que des avantages. Les risques liés à l'environnement ont contraint l'Afrique du Sud à lever en septembre 2012 le moratoire imposé en 2011 en raison des inquiétudes suscitées par la technique d'extraction de ce gaz, accusé de nuire à l'environnement et de polluer les nappes phréatiques. Le directeur de Shell soutient pour sa part que ces risques peuvent être atténués. Les conducteurs de la Deutsche Bahn en grève. Il s'agit d'un mouvement sans précédent en Allemagne qui a fortement perturbé la semaine dernière les transports régionaux et de banlieue. À Berlin, à peine un tiers des trains urbains circulaient aux premières heures de la journée, entraînant des embouteillages matinaux encore plus importants qu'à l'accoutumée. À Bavière, dans le sud du pays, au moins 50% des trains régionaux ont été annulés. À Munich, deuxième ville du pays, les trains urbains empruntés par de très nombreux usagers aux heures de pointe ne circulaient qu'à raison d'un train par heure. Au cœur du conflit, une revendication de hausse de salaire et de réduction du temps de travail, mais aussi un différend sur la représentativité du syndicat qui veut négocier avec la Deutsche Bahn au nom d'autres catégories que les seuls conducteurs. Wir hatten der Lokführergewerkschaft GDL ja gestern noch ein Schlichtungsangebot gemacht. Nous avons proposé un compromis au syndicat des conducteurs de train, la GDL. Nous avons appris avec grand regret et avec incompréhension que le syndicat a refusé cette offre de conciliation et a appelé à la grève, la plus longue dans l'histoire de la Deutsche Bahn. Cette grève intervient au moment où l'Allemagne devait célébrer le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin.
2 millions de visiteurs étaient attendus pour l'occasion dans la capitale allemande. Le conflit démarré début septembre est d'une longueur et d'une ampleur inhabituelle en Allemagne, pays réputé pour la qualité de son dialogue social. De nombreux médias et responsables politiques ont critiqué cette grève qui inquiète les milieux économiques dans un contexte de conjoncture fragile. Les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai et Kia devront payer 100 millions de dollars de pénalités pour avoir exagéré l'efficience en carburant de leurs modèles 2012 et 2013. Il s'agit de la plus forte amende jamais imposée dans le cadre de la loi américaine sur la propreté de l'air qui date du début des années 70. Cette pénalité historique porte sur près de 1,2 million de véhicules qui ensemble émettront environ 4,75 millions de tonnes de gaz à effet de serre de plus que ce que les deux constructeurs avaient indiqué aux autorités. Dans un premier temps, ils paieront une pénalité de 100 millions de dollars, l'amende la plus importante jamais imposée dans le cadre de la loi américaine sur la propreté de l'air. Ceci enverra un message fort selon lequel tricher n'est pas rentable. Dans un second temps, Hyundai et Kia renonceront aux crédits liés aux émissions de gaz à effet de serre que les entreprises avaient obtenus sur la base de chiffres erronés. Les deux constructeurs automobiles devront ainsi renoncer à 4,75 millions de crédits d'émissions de gaz à effet de serre, représentant plus de 200 millions de dollars qu'ils avaient réclamés en faisant valoir des réductions de consommation de carburant supérieures à ce que les réglementations prévoyaient. Ce règlement impose par ailleurs à Hyundai de réajuster l'efficience en carburant d'environ un quart de ses véhicules des modèles 2011 à 2013. L'Europe, en particulier la zone euro, mettra plus de temps que prévu à sortir du marasme économique. Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, la croissance de la zone euro ne devrait pas dépasser 0,8% cette année et 1,1% en 2015 selon les prévisions économiques d'automne rendues publiques par la Commission européenne qui se montrent nettement plus pessimistes qu'au printemps dernier. GDP growth in Europe has been revised down. Annual GDP growth in the EU this year. La croissance du PIB en Europe a été revisée à la baisse. La croissance annuelle du PIB de l'Union européenne cette année est maintenant prévue à 1,3% et la croissance de la zone euro à 0,8%. Des facteurs spécifiques à l'Union européenne freinent la croissance. Ils contribuent à la faiblesse des activités économiques dans l'Union européenne et la zone euro en particulier. Ces facteurs sont, premièrement, des problèmes structurels profondément enracinés qui étaient déjà connus avant la crise. Deuxièmement, le surendettement public et privé. Troisièmement, la fragmentation financière liée à la crise de la dette. Et enfin, le programme de réforme inachevé dans certains États membres. Pour corriger le tir et faire repartir la croissance et l'emploi en Europe, le commissaire aux affaires économiques appelle les gouvernements à prendre leurs responsabilités. There is no single and no simple answer. The economic recovery is clearly. Il n'y a pas une seule et unique réponse. La reprise économique peine à prendre de l'ampleur dans la plupart des pays européens. Nous trouvons essentiel que tous les gouvernements assument leurs responsabilités et mobilisent les politiques de l'offre et de la demande pour stimuler la croissance et l'emploi. Pierre Moscovici plaide par ailleurs pour des réformes structurelles, des politiques budgétaires crédibles et un soutien clair à l'investissement en faveur de tous les États membres de l'Union européenne. Le trafic passager a poursuivi sa progression en septembre avec un taux annuel de progression dans le monde de 5,3%
contre 5,9% le mois précédent, selon l'Association internationale du transport aérien IATA basée à Genève. Selon la même association, la capacité des compagnies aériennes à l'international a également continué à progresser, plus 5,1% avec un taux d'occupation des appareils à 80,3%. Depuis le début de l'année, le trafic passager international a augmenté de 6,3% et le trafic sur les lignes intérieures de 5,2%. Par région, c'est l'Europe, la Russie et l'Amérique qui ont les moins bons résultats. En Europe, la grève d'Air France a eu un impact significatif selon l'IATA, avec une croissance de 3,9% contre 7% un mois plus tôt. Les transporteurs de la région Asie-Pacifique ont de leur côté déclaré une hausse de 4,8% et ceux d'Amérique du Nord de 2,1%. Les compagnies du Moyen-Orient ont affiché la plus forte hausse, plus 15,8%, suivie de celle d'Amérique latine, plus 4,6%. En Afrique, les compagnies ont progressé de seulement 1,8%.